Bonsoir, il est 19 heures et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de la Société française de scénologie et de pathologie mammaire. Les deux premiers webinaires ont eu beaucoup de succès, donc on est très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode et qui va traiter des désescalades dans le traitement loco-régional. Alors, désescalade, c'est un mot qui est très à la mode en cancérologie, moins chez les alpinistes, et ça peut recouvrer beaucoup de choses différentes. On parle de désescalade en radiothérapie, par exemple avec de l'hypofractionnement. On peut même parler d'abstention d'irradiation sur certains volumes cibles, dans certains cas. En chirurgie, on est en plein dans la désescalade depuis le pâté, depuis un siècle, et on parle aujourd'hui d'arrêter de faire des curages axillaires. On parle de conserver l'aréole et le mamelon dans des cas de plus en plus fréquents, mais en fait, l'objet de cette discussion aujourd'hui, c'est de rappeler que cette désescalade, elle doit être basée sur des preuves, et ces preuves, idéalement, sont des essais. Et c'est pour ça qu'on a demandé à trois oratrices et orateurs de nous faire le point sur la désescalade du traitement loco-régional en 2024, en disant attention, il ne faut pas se tromper sur les désescalades. Il ne faut pas faire de la désescalade pour la désescalade. Il ne faut pas faire de la désescalade pour être à la mode. Quels sont les éléments qu'on a aujourd'hui pour désescalader? En matière de chirurgie, Eva Jouve, qui est chirurgienne à l'Oncopole à Toulouse, répondra, j'espère, à la question délicate de faut-il réaliser un curage axillaire lorsque le ganglion sentinelle est atteint? Et cette présentation sera modérée par Charles Coutan. Et en matière de radiothérapie, on a une oratrice et un orateur. Antoine Arnaud, qui est radiothérapeute à Avignon, vous parlera de l'irradiation ganglionnaire en cas de réponse complète à la chimiothérapie d'induction. Est-ce que dans certains cas, on peut se passer d'irradiation ganglionnaire en cas d'une réponse complète? Ça, c'est une question majeure, totalement innovante. Et Sofia Riviera, qui est revenue en France pour notre plus grand bonheur et qui est radiothérapeute à l'IGR, nous parlera de l'hypofractionnement du sein, certes, mais aussi du sein et des aires ganglionnaires, ce qui est un sous-ensemble nouveau dans l'hypofractionnement. Et c'est toi, Antoine, qui aura la lourde tâche de la modérer. Quant à moi, je fais comme d'habitude le guignol, je suis le monsieur loyal de cette session. Vous êtes 116 participantes et participants et on est très, très heureux d'être avec vous. Docteur Eva Jouve, la partie chirurgicale sera consacrée essentiellement à l'aisselle, uniquement à l'aisselle. Je te donne la parole. Merci. Bonsoir à tous. En effet, ce soir, la question chirurgicale retenue en termes de désescalade a été faut-il réaliser un curage axillaire en cas de ganglion sentinelle positif en chirurgie première? Alors aujourd'hui, selon nos recommandations, on peut s'abstenir de réaliser un curage axillaire si les critères ACOSOC sont réunis. En revanche, si nous avons plus de 3 ganglions malades, en cas de mastectomie ou hors critères ACOSOC, un curage axillaire est recommandé. Il existe une option de radiothérapie axillaire pour une atteinte ganglionnaire limitée, comme cela a été indiqué dans l'étude Amaros. Donc en effet, les deux études ACOSOG et Amaros sont deux études majeures qui nous ont permis d'effectuer une désescalade importante depuis plus de 10 ans dans la prise en charge du creux axillaire. Et aujourd'hui, ce sujet est à nouveau d'actualité. En effet, au mois de décembre, à San Antonio, une équipe internationale a présenté l'essai CENOMAC et a présenté leurs premiers résultats sous forme de la survie sans récidive. Il s'agit d'une étude suédoise, danoise. Il y avait aussi quelques patientes inclus en Grèce, en Italie et en Allemagne. Vous pouvez trouver le protocole complet sur cette publication en 2017 que je vous ai citée. Alors, si on cherche à résumer cette étude très simplement en 2 slides, on peut retenir les critères d'inclusion qui étaient les patients de T1 à T3 qui étaient cliniquement N0 à la palpation. Tous et toutes avaient bénéficié d'une échographie du creux axillaire et étaient retenus 1 à 2 ganglions sentinelles macrométastatiques que la patiente ait bénéficié d'une chirurgie partielle ou d'une mastectomie.
elles étaient randomisées entre curage axillaire ou abstention de curage axillaire. Et donc, pour ces premiers résultats, qui est la survie sans récidive, qui n'est pas leur objectif principal, hein, mais un objectif secondaire, on peut constater une superposition des deux courbes et un test de non-infériorité très significatif en montrant qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser le curage axillaire. Alors, bien sûr, on a envie de rentrer plus dans le détail de cette étude et de la comparer aux deux études qu'on avait déjà préalablement beaucoup discutées. Alors, je vous propose tout d'abord sur la méthodologie. C'est bien sûr 3 études prospectives randomisées de non-infériorité. Cénomac et Acosoc se ressemblent beaucoup, puisque ce sont des études chirurgicales de curage axillaire versus abstention. Elles ont le même objectif principal de survie globale. On a beaucoup analysé l'étude ACOSOG qui avait calculé en hypothèse principale une marge de non-infériorité de 5%, ce qui nécessitait 1900 patientes théoriquement qui auraient dû être inclus dans cette étude. On va le voir par la suite, malheureusement, cela n'a pas été possible. Pour les 3 études, l'objectif secondaire comprend la survie sans récidive. Et dans la sélection des patientes, dans l'étude Cénomac par rapport à l'étude ACOSOG, on l'a dit, il y a des lésions T1, T2, mais également T3. L'échographie du creux axillaire dans l'étude Cénomac était systématiquement demandée et on va voir un pourcentage important de patientes qui ont bénéficié d'une mastectomie. L'étude Amaros, c'était une étude qui comparait le curage axillaire versus la radiothérapie du creux axillaire. L'objectif principal était le taux de récidive axillaire à 5 ans. Et à nouveau, il y a eu beaucoup de discussions dans les suites sur le calcul du nombre d'événements nécessaires qui ne sera pas atteint pour cette étude-là. Pour la sélection des patientes, on est aussi sur des patientes T1, T2 en chirurgie partielle ou en mastectomie. On peut relever que la randomisation avait lieu avant la chirurgie, donc beaucoup de patientes ont dû être exclues en raison d'un ganglion sentinelle négatif. Si on se concentre maintenant sur les résultats et les caractéristiques de population et tumorale, donc ce qui apparaît vraiment, c'est que Cénomac représente un grand nombre de patientes, 2540 patientes, 1205 dans le bras curage et 1335 dans le bras ganglion sentinelle. On a déjà un suivi pour cette étude avec une période d'inclusion plus récente de quasiment 4 ans et un âge médian par rapport à l'étude ACOSOG qui est plus important. On avait 40% de patientes qui avaient plus de 65 ans. Des hommes ont pu être inclus, et il faut le noter puisque c'est un événement rare, mais de plus en plus fréquent dans les études récentes. La tumeur était de taille un petit peu plus importante et 5,8% des patientes étaient T3. Jusqu'à 20%, quasiment 20% des patientes présentaient un carcinome lobulaire infiltrant. Pour l'étude ACOSOG, on l'a déjà dit, malheureusement que 891 patientes inclus, mais c'était déjà beaucoup pour nous apporter des données de désescalade. Et ce qui a également été beaucoup discuté, c'est le taux de micrométastases sur les ganglions sentinelles à l'inclusion, qui était assez important et qui était déséquilibré entre les deux groupes. Pour l'étude Amaros, on l'a dit, randomisation avant chirurgie, donc un nombre de patientes de 744 dans le groupe curage axillaire, un peu plus de 600 dans le bras radiothérapie. Et il a été relevé que le nombre de ganglions prélevés dans le bras curage était assez élevé, on va en reparler 15, mais on peut voir sur cette slide qu'il est assez proche du taux de ganglions prélevés dans l'étude Cénomac, qui est une étude, on va dire, plus récente à l'heure et à l'ère de la désescalade chirurgicale. Concernant les caractéristiques des traitements, de manière assez homogène entre les 3 études, les curages axillaires étaient métastatiques dans environ 30% des cas. Dans l'étude Cénomac, ce taux est beaucoup plus important. Si 2 ganglions sentinelles étaient positifs, il atteint 51% des cas. De manière homogène également entre les 3 études, l'atteinte ganglionnaire au moins PN2 concerne environ 13% des patientes.
Le taux de mastectomie dans l'étude Cénomac est de 36%, et il n'est pas attribuable dans l'étude ACOSOG qui ne considérait que la chirurgie partielle, et à 17-18% dans l'étude Amaros. Pour la radiothérapie, a été précisé pendant la communication qu'elle était réalisée en incluant les aires ganglionnaires dans 88 et 89% des cas dans l'étude Cénomac. Il y a eu également beaucoup de discussions dans l'étude ACOSOG sur les modalités exactes de la radiothérapie, sur l'étendue des faisceaux tangentiels, éventuellement des aires susclaviculaires irradiées. Et cela a d'ailleurs fait l'objet d'une publication à part par Jacques Zie en 2014. Enfin, les traitements systémiques étaient équilibrés entre les deux groupes et nous n'avons pas le détail exact encore pour l'étude Cénomac. Donc, si on compare les objectifs secondaires de ces trois études, puisque c'est ce dont nous disposons à l'heure actuelle, on en a déjà discuté pour Cénomac, des courbes qui se superposent parfaitement et un test de non-infériorité parfaitement positif. Dans l'étude ACOSOG, la survie santé récidive n'était pas inférieure dans le groupe curage au groupe sans curage axillaire et dans l'étude Amaros de la même manière. Donc, pour l'étude Cénomac, l'analyse en sous-groupe montre une homogénéité des résultats, que ce soit pour l'âge, le stade, le nombre de macrométastases, le caractère lobulaire ou non lobulaire, le type de chirurgie, la rupture capsulaire. Je pense qu'il est difficile de définir d'autres conclusions pour les sous-types compte tenu du faible volume de patientes qu'on peut constater en dehors des RH+, HUR2-. Les études ACOSOG et Cénomac ont pu faire des publications de leurs résultats à 10 ans. Pour ACOSOG, c'était dans le JAMA en 2017 et je vous ai présenté sur les diagrammes de droite leur objectif principal avec la survie globale qui n'était pas inférieure pour les patients qui avaient une abstention de curage axillaire. Et comme on le voit sur le diagramme en dessous, cette donnée était toujours valable, quelle que soit la présence ou non des récepteurs hormonaux. Je rappelle, donc les critiques étaient faites du nombre insuffisant d'inclusion, du déséquilibre entre les groupes, du manque d'informations sur l'étendue des champs d'irradiation. Pour l'étude Amaros, la publication à 10 ans était dans le JCO en 2022. Un nombre d'événements trop faible, 55 attendus, seulement 18 observés à 10 ans, 7 dans le bras curage et 11 dans le bras radiothérapie. Un taux de récidive axillaire qui est faible à 10 ans et des données objectives, ce qui était très important puisqu'on essaie de désescalader le creux axillaire pour diminuer les taux de lymphœdème. Il était retenu à 24% dans le bras curage et quasiment 12% dans le bras radiothérapie. La qualité de vie ne différait pas entre les deux groupes. Ainsi, l'étude Cénomac semble avoir fait des faiblesses de l'étude ACOSOG ses forces. Elle a un nombre important de patients inclus. Elle a imposé un bilan échographique préopératoire systématique. Elle retient un envahissement macroscopique du ganglion sentinelle exclusif. Et a priori, le plan de radiothérapie est clairement défini et sera requêtable. Bien sûr, aujourd'hui, on présente des premiers résultats qui sont communiqués mais qui ne sont pas publiés. On attend un suivi plus long. On attend les données de survie globale qui est leur objectif principal. Tout de même, aujourd'hui, toutes ces données vont dans le sens de la désescalade, de se dire que le curage axillaire n'a peut-être pas d'effet thérapeutique. Et en primo-traitement, on peut peut-être s'avancer à dire aujourd'hui que le curage axillaire n'est plus un standard pour les lésions T1, T2, avec échographie du creux, avec un traitement systémique et une radiothérapie adjuvante. Cette radiothérapie adjuvante, elle nous semble, nous, en France, tout à fait acquise en chirurgie partielle ou après mastectomie si on a une atteinte ganglionnaire. Je voulais juste repréciser qu'elle se discute dans certains pays, comme on peut le voir sur le diagramme des réponses du panel à Saint-Gallen en 2023, qui, pour des atteintes ganglionnaires limitées en maladie RH+, ne retenaient pas tous
indication de radiothérapie de paroi. Après, ces données vont sans doute alimenter nos discussions en RCP pour les indications de mastectomie hors T1, T2, pour les lésions T3, pour les carcinomes lobulaires. Et surtout, si on combine ces facteurs, on va peut-être pouvoir s'aider du ratio du nombre de ganglions sentinelles malades sur le nombre de ganglions sentinelles prélevés, s'aider du bilan radiologique préopératoire, alors local, mais éventuellement par l'imagerie en coupe qu'on aura fait dans le cadre du bilan d'extension. En tout cas, il semble évident qu'aujourd'hui, il faut éviter l'examen extemporané au maximum pour pouvoir avoir une discussion collégiale sur cette indication de curage axillaire. J'ai évoqué là deux exemples qui pourraient peut-être nous servir de support pour la discussion. Peut-être que nous serions tous d'accord pour éviter de réaliser un curage axillaire aujourd'hui en situation de mastectomie pour un carcinome NST T2 unifocal associé à un CCIS et avec seulement un ganglion sentinelle envahi sur deux. En revanche, pour un carcinome lobulaire aussi T2 mais multifocal avec deux ganglions sentinelles envahis sur deux, je pense qu'aujourd'hui, on va être encore frileux pour proposer un curage axillaire en attendant des données robustes, les données peut-être finales de l'analyse Cénomac. Et ceci sans compter l'information qu'attendent peut-être les oncologues médicaux pour indiquer les traitements systémiques. Ça peut être la chimiothérapie adjuvante, ça peut être les modalités de l'hormonothérapie ou l'indication d'inhibiteurs de CDK4/6, parce qu'on l'a vu dans ces trois études, le taux de PN2 et d'au moins PN2 est de 13%. Et on attend les résultats de l'étude française CERC qui est coordonnée par Gilles Houvenegel. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai hâte que nous discutions de tout ça ensemble. Merci Eva. Alors pour la discussion, je vous rappelle, vous avez un petit onglet en bas de votre écran Zoom, questions-réponses, pour lesquelles nous sommes à votre disposition. Là, je n'ai pas de questions pour l'instant. Charles, Oui, est-ce que tu veux commenter? oui, merci beaucoup Eva pour cette magnifique présentation très claire, très exhaustive. Alors effectivement, tu as soulevé déjà un certain nombre de problèmes. Bon, le premier, on le voit maintenant clairement, c'est dans nos RCP avec l'indication d'abemaciclib pour les patients ayant, alors quand ils ont un T3 ou une tumeur grade 3, il n'y a pas de débat puisqu'elles ont une indication d'abemaciclib, mais le souci, c'est les patients qui n'ont pas d'indication d'abemaciclib sur le grade ou sur la taille, mais sur le nombre de ganglions envahis. Et on voit maintenant des discussions en RCP lorsqu'on a un ou deux ganglions sentinelles métastatiques. Et la question, c'est faut-il faire un curage pour ne pas louper une indication éventuelle d'abemaciclib? Alors, effectivement, tu as montré les résultats de PN2 dans les études, donc c'est à peu près 12%, ce qui signifie quand même que si on doit faire un curage axillaire pour rechercher ces 12%, on va en faire pour rien dans 88% des cas. Moi, je voulais avoir ta vision des choses un peu plus précisément sur cette question et surtout en pratique, toi, en tant que chirurgien, comment tu gères tes oncologues qui absolument veulent absolument être certains qu'il n'y a pas de prescription d'abemaciclib. Je rappelle quand même que l'étude Monarchie est franchement positive en DFS, même si on n'a pas encore de résultats en OS. Bah, aujourd'hui, dans notre discussion en RCP, le cadre quand même de prescription de la bémaciclib est très rigoureux et je pense qu'il est difficile, si cette information est nécessaire, si l'oncologue pense que les facteurs de risque sont importants d'avoir plus de 4 ganglions touchés, voilà, de s'abstenir de cette indication d'abemaciclib et de curage axillaire. On pourra quand même le modérer, comme on a dit, parfois sur ce nombre de ganglions sentinelles prélevés par rapport au nombre de ganglions sentinelles malades. Mais c'est aujourd'hui une discussion très forte. Alors, ça impose en effet d'assumer un taux de lymphœdème secondaire derrière important. Euh, c'est on peut peut-être regretter voilà, que les études d'oncologie médicale soient montées dans ce sens-là. Il y avait peut-être d'autres façons
d'identifier l'agressivité, le risque de récidive de ces patientes pour indiquer l'abémaciclib. Mais là, malheureusement, je crois on est un petit peu enfermé dans des critères oncologiques stricts et on comprend qu'il soit nécessaire de les respecter. En Vous sachant voyez que que la désescalade, ça pose problème parce que là, Charles parle d'un éventuel sous-traitement, se passer d'abémaciclib alors qu'on aurait une indication. Et là, dans le chat, il y a Amélie Henman qui nous dit, oui, mais il y a un transfert du curage vers la radiothérapie. On ne sait toujours pas s'il faut traiter les selles en cas de N+. Et si on n'opère pas, les patients sont irradiés. Et donc se pose également la question de l'éventuel surtraitement, parce que ne connaissant pas l'étendue de la maladie résiduelle en cas de ganglion sentinelle envahi, effectivement, il peut y avoir un glissement des indications. Qu'est-ce qu'en pensent les radiothérapeutes? Antoine, Sophia, vous avez vu cette question dans le chat? Oui, Sophia. Oui, alors tout à fait. Effectivement, hein, on peut considérer ça comme un glissement, mais en attendant, les données des études sont avec un traitement de radiothérapie. Donc, je pense que même si effectivement on peut considérer ça comme un glissement, on ne peut pas tout désescalader en même temps tant qu'on n'a pas le niveau de preuve suffisant. Donc, effectivement, aujourd'hui, une patiente N+, qui n'aurait pas de curage ganglionnaire, eh bien, on recommanderait l'irradiation ganglionnaire. Et si on en croit les données d'Amaros, eh ben, même en traitant les aires ganglionnaires, on a finalement moins de toxicité qu'en faisant le curage. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme données. Peut-être qu'ensuite, on évoluera vers effectivement une deuxième étape de désescalade en allégeant les selles. Mais la question, je pense, c'est pas tant, me semble, hein, la question qui est posée, c'est pas tant d'irradier les aires ganglionnaires, c'est la question de l'irradiation de l'aisselle. Parce que je pense qu'il y a probablement un consensus pour irradier la CMI de susclave en cas de N+, et la paroi en cas de mastectomie. En tout cas, en France, Eva l'a rappelé, hein, il y a une grande divergence internationale, mais il me semble que la question de Mélie Henman, c'est ils irradient l'aisselle. Or, par exemple, dans la COSOG, arrêtez-moi si je me trompe, mais l'aisselle n'est pas irradiée. Non, pas dans la, oui, dans la COSOG, l'aisselle n'est pas irradiée. bon, Dans c'est la pas. COSOG, théoriquement, elle ne devait pas être irradiée. Ouais. Mais l'analyse secondaire de Jacques-Z, si je ne me trompe pas, a relevé que beaucoup de patientes avaient eu une irradiation du creux axillaire. Euh, Là, pour l'instant, sur la communication de Cénomac, on n'a pas les données précises à ce niveau-là, mais je pense que c'est très attendu, puisqu'on a bien vu en France qu'on désescaladait au niveau du creux axillaire, mais que la plupart des équipes effectuaient un curage axillaire, une radiothérapie, pardon, du creux axillaire. Ce qui est très Ce important qui, avec les Cénomac, c'est que les grands reproches qu'on faisait à la COSOG et à l'IBCLG 2301, parce que tu n'en as pas parlé, mais il y a aussi cette étude-là, Mm. c'est le manque de puissance. Bon, ça, tu l'as dit, et Cénomac a rempli ses obligations de puissance, et c'est extrêmement important. Et puis, c'était cette histoire d'absence de systématisation de la radiothérapie. Et c'est vrai qu'on avait, notamment en France, quand même encore des gens réticents sur la désescalade, notamment en se basant sur ces limites méthodologiques très importantes de la COSOG. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les résultats de Cénomac et l'actualisation en 10 ans de l'IBCG et de la COSOG, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur cette question-là, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de débat, tu l'as très bien dit, Eva, et d'ailleurs, toutes les recommandations internationales vont dans ce sens. Mais c'est vrai que on est confronté aujourd'hui à d'autres problèmes, quoi, et notamment cette indication de traitement adjuvant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une deuxième anti-CDK4/6 qui est le ribociclib et qui devrait aussi avoir une indication en adjuvant indépendamment du statut ganglionnaire. Donc, ça risquerait quand même de nous simplifier la vie dans quelques temps parce que, honnêtement, faire un curage pour être sûr de ne pas passer à côté d'une indication d'ABEMA lorsqu'on va le faire pour rien dans 88% des cas, moi, ma position aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'indication à faire un curage axillaire, y compris dans ces indications-là. Si les oncologues veulent faire de l'abémaciclib, ils ont d'autres critères pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous partagez, mais en tout cas, ce serait un retour en arrière
à mon avis, extrêmement important. Bah Je sais là, pas c'est si facile, on est Krishna, tous d'accord, il n'y a pas d'oncologue médical dans le panel. On va donc laisser la question en présence de nos amis oncologues médicaux quand même. je sais pas, Krishna, si tu te souviens, à l'époque, on faisait la radiothérapie de paroi, notamment aux États-Unis, lorsqu'on était PN2. Et il y avait un nomogramme, le nomogramme de Katz, qui a été publié il y a une quinzaine d'années pour évaluer la fiabilité de ce nomogramme pour prédire le PN2. Et en fait, nous, on a fait un petit travail et ça, on montre quand même qu'on est en dessous même des 12% en faisant ça. C'est-à-dire qu'il faudrait faire vraiment beaucoup de curage pour récupérer quelques indications d'abémacycline. Mais aujourd'hui, en RCP, c'est un sujet récurrent, hein. Et regarde, c'est la question de Florence Dalin, là, Ah, à bah droite. Florence, bah voilà une oncologue. Elle Florence répond, elle répond. qui répond, qui dit en fait, il faut retourner aux algorithmes type Andy Anderson, type Tenon Oui, publié par Charles Coutan. oui, mais ils ne sont pas du tout adaptés, ceux-là, Mais Florence. c'est Il faut pas cela qu'il utiliser, faut. à C'est mon pas avis, cela. le nomogramme de Katz, et on est en train de préparer une publication sur le sujet, qui précisément répond à la question, quelle est la probabilité d'être PN2 lorsqu'on a 1 à 2 GS envahis? Et pour le coup, c'est typiquement la question attendue, même si à l'époque, il n'avait pas été créé pour ça, il avait été créé pour savoir si on irradiait ou pas les parois, lorsqu'on irradiait les parois pour les PN2. Moi, j'avais une autre question pour Eva, si j'ai le temps, Krishna. Tu as le temps et il y aura une autre question de Grégory Demolin dans la barre de droite. Mais vas-y, Charles. Alors, ça concernait les micrométas, parce que bon, tu as parlé des macrométas, mais on est quand même aussi parfois ennuyé avec les micrométas. Et je prends un exemple très simple, une mastectomie, un ganglion sentinelle, on a une ou deux micrométastases sur deux prélevés, là n'est pas le sujet, et on n'a pas d'indication de radiothérapie de paroi sur des critères taille, profil moléculaire, etc. Et la microméta n'est pas une indication de radiothérapie de paroi, nous sommes bien d'accord. Et on se retrouve Nous là sommes dans un d'accord. espèce de paradoxe où finalement, dans ces cas-là, on va discuter un curage axillaire en cas de micro, donc c'est un paradoxe, hein, puisqu'on est en dessous de l'envahissement macrométastatique. Enfin, en tout cas, là, c'est les radiothérapeutes qui posent cette question-là pour être bien certain qu'on n'est pas, parce que je rappelle quand même que dans l'IBS-CSG, on a près de 20% de GNS positifs en cas de microméta. Quelle est aujourd'hui, vous, votre attitude? Vous vous dites, non, les microméta, pas d'indication à un curage axillaire, l'IBCSG a répondu. Surtout dans l'IBCSG, il n'y avait pas la radiothérapie, il n'y avait pas l'échographie systématisée du creux, etc. C'est quoi votre position? Ah, nous, notre position est qu'on ne réalise pas de curage axillaire, comme tu viens de dire, dans cette situation-là. Parfait. C'est les Je recommandations transférer. de l'INCA, hein. Voilà. Et je Le pense qu'il Après, faut rapport de les l'INCA rappeler, ces juin recommandations, 2022, à nos collègues il qui n'y a nous pas écoutent. d'indication de curage en cas d'atteinte micro. Après, aujourd'hui, moi, j'aimerais me dire, et je suis contente qu'on ait cette discussion, qu'on va pouvoir passer déjà sur ces peut-être résultats préliminaires à l'abstention de curage axillaire en situation de mastectomie T1, T2. C'est déjà un énorme pas. Et en effet, je suis d'accord avec toi, Charles. On parle là d'essais chirurgicaux randomisés. On aura sans doute une puissance et une qualité de résultat très importante avec Cénomac qui va nous permettre de contrebalancer en effet des indications de curage axillaire, comme on le disait, pour des indications en oncologie. Mais voilà, on est sur un parcours global et pluridisciplinaire. Les oncologues sont absents, mais on verra avec le ribociclib. Et à ce moment-là, on pourra vraiment désescalader et diminuer les lymphodèmes du membre supérieur. Deux dernières questions rapidement. Tu m'entends, Eva? Ouais. Oui, oui. Deux dernières questions. Première question, les ruptures capsulaires, est-ce qu'elles sont incluses? Tu avais dit oui, je crois. Dans l'étude Cénomac, oui. Oui. J'ai pas beaucoup d'informations, si ce n'est le taux de rupture capsulaire qui est aux alentours, je crois, de 34%. Et on a vu que sur l'analyse en sous-groupe, il n'y avait pas de différence. Et là, je ne l'ai pas rediscuté dans la présentation. Je voulais juste rappeler que dans les recommandations 1K, on disait bien que la rupture capsulaire n'était plus une indication de curage axillaire hein, sur la deuxième version des recommandations. Et une dernière question, puisqu'on parle de désescalade chirurgicale, et on passera ensuite à la radiothérapie. Grégory Demolin, d'abord, il te remercie de ta présentation, et on te remercie tous de ta présentation qui est très claire sur un sujet pointu. Au regard de cela, que pensez-vous des résultats de l'essai Sound qui envisage une abstention axillaire pour les T1?
Alors, on part dans une autre direction. On part dans une autre direction, mais on est dans le sujet de la désescalade. C'est un sujet intéressant. Et si à l'issue de la présentation que j'ai faite, j'ai dit qu'il ne fallait pas faire d'examen extemporané, dirais qu'à l'issue de l'étude SOUND, en cas d'échec de procédure de ganglion sentinelle, ne faut peut-être pas réaliser de curage axillaire d'emblée, mais discuter en comité médical si on justifie ce geste ou pas. Ce serait ma conclusion. Alors, on va passer à la partie désescalade en radiothérapie. Et ça, bon, alors là, les chirurgiens, nous, évidemment, on est passionnés par la désescalade en radiothérapie. Sophia, Antoine, je passe mes journées entières à convaincre certains de vos collègues radiothérapeutes du bénéfice de la désescalade en radiothérapie. Et donc, vous avez choisi de vous partager ce sujet avec Antoine qui va débuter sur peut-on se passer de l'irradiation ganglionnaire en cas de traitement d'induction avec réponse complète? Et Sophia nous parlera de l'hypofractionnement. Antoine, on t'écoute avec attention. Alors, c'est parti. Donc, là, c'est tout bon. Donc, la radiothérapie, donc la première partie, c'était sur le néoadjuvant. Peut-on se passer de l'irradiation ganglionnaire en cas de réponse complète à la chimiothérapie première? Mes conflits d'intérêts. Donc, les recos de l'INCa, dès qu'on a une chimiothérapie première, indication de radiothérapie du sein, dans tous les cas. En cas de mastectomie d'irradiation pariétale, donc dès qu'on a une atteinte métastatique ganglionnaire, et pour les YPN0, jusqu'à présent et encore en pratique quotidienne, on se base sur les critères pré-chimiothérapie, c'est-à-dire la taille tumorale, les tumeurs multifocales, le grade, la présence d'emboles ou autre. En ce qui concerne les irradiations des aires ganglionnaires, la question ne se pose pas en cas à l'heure actuelle d'atteinte ganglionnaire après chimiothérapie première, donc une réponse incomplète. Mais en cas de CN0, YPN0, les recos de l'INCa nous disent que l'irradiation ganglionnaire n'est pas recommandée. Et en cas de CN+, clinique YPN0, l'indication d'irradiation ganglionnaire est à discuter en fonction de la RCP, mais jusqu'à présent, on était plutôt favorable à irradier les aires ganglionnaires lorsque elles étaient atteintes initialement. Donc, je repose la question, peut-on se passer de l'irradiation ganglionnaire en cas de réponse complète, mais en cas d'atteinte ganglionnaire initiale prouvée? Et donc, une présentation extrêmement intéressante, là aussi, au Breast Cancer Symposium de San Antonio en décembre 2023, donc a été présentée par Mamounas avec le schéma suivant de dire irradiation ganglionnaire versus pas d'irradiation ganglionnaire en cas de réponse complète à la chimiothérapie première. Les critères d'éligibilité, donc c'était des cancers du sein infiltrant, des tumeurs T1, T3 cliniques. On avait une atteinte ganglionnaire pour toutes les patientes qui étaient prouvées par biopsie ou par cytoponction. Une chimiothérapie néoadjuvante à base d'anthracycline et ou de taxane et anti-HER2 en cas de HER2 amplifié. Elles étaient en réponse complète sur le plan ganglionnaire, YPN0, et c'était mastectomie ou chirurgie conservatrice. Donc le design de l'étude est le suivant. Elles étaient randomisées, donc une irradiation ganglionnaire à droite avec une irradiation mammaire et ou une irradiation pariétale en cas de mastectomie, et un groupe de patientes qui n'avaient pas d'irradiation ganglionnaire, une irradiation du sein en cas de chirurgie conservatrice, mais pas non plus d'indication d'irradiation pariétale en cas de mastectomie. L'objectif principal, c'était l'intervalle libre sans récidive du cancer du sein, donc qui était la durée entre la randomisation jusqu'à la récidive locale ou régionale ou à distance ou décès par cancer du sein. Les objectifs secondaires, donc l'intervalle libre sans récidive loco-régionale,
l'intervalle libre sans récidive à distance, la survie sans maladie et la survie globale. La population, donc 7 ans, c'est de septembre 2013 à décembre 2020, 1500 patientes avec une répartition homogène, à peu près 780 patients dans les deux groupes. Un suivi médian d'environ 60 mois. La plupart des patientes, 40% des patientes étaient âgées de moins de 50 ans. Donc un gros pourcentage d'HER2, 3 croix et de triple négatif, qui est une grande majorité des indications de chimiothérapie néoadjuvante. On avait 42% de mastectomie. Premier résultat, donc l'objectif principal, on n'a pas de différence significative avec, on voit donc un nombre d'événements qui est relativement faible quand on compare aux 172 événements qui étaient attendus initialement dans les critères initiaux. Donc pas de différence significative. En ce qui concerne l'intervalle libre sans récidive loco-régionale isolée, là non plus, nous n'avions pas de différence significative. De même pour la survie sans maladie et la survie globale, avec l'absence de différence significative dans les deux groupes. Donc c'est quand même des résultats extrêmement intéressants pour nous radiothérapeutes. Donc là, c'était vraiment une présentation, une des présentations clés pour ceux qui assistaient, pour le groupe, en tout cas la partie de la radiothérapie. Les conclusions, c'est un signal très positif sur l'absence d'irradiation ganglionnaire en cas de réponse complète à la chimiothérapie néoadjuvante, mais ça reste un signal positif. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mais, c'est-à-dire que c'est une étude intermédiaire avec donc des résultats préliminaires. Euh, c'est l'absence d'analyse sur la totalité des données. On a vu aussi que les 172 événements attendus n'étaient pas atteints, donc un manque de robustesse qui est clair. Et là aussi, extrêmement important d'attendre la publication sur les résultats définitifs pour changer les pratiques. Donc, une slide de fin, je pense que on tend, à l'instar de la chimiothérapie, où on a depuis très longtemps une adaptation des types de chimiothérapie et des types de traitements systémiques à la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Probablement qu'on arrivera un jour à l'adaptation des indications d'irradiation, que ça soit ganglionnaire, pariétale ou autre, mais qu'il faut encore attendre avant de changer nos pratiques. Et probablement que cette étude nous permettra dans les... Alors, on ne sait pas encore exactement quand va sortir les résultats définitifs, mais je pense que dans les années à venir, on peut largement imaginer qu'on changera nos pratiques. Voilà pour ma partie sur le néoadjuvant et je laisse la place à Sophia. Très, très intéressant, mais peut-être qu'on peut discuter de ça 2, 3 minutes, parce que le sujet est assez différent de celui de Sophia. Comme tu dis, c'est adapter la radiothérapie à la réponse à la chimio, à la radiothérapie ganglionnaire. C'est une notion nouvelle. Sophia, qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'il y a, à ta connaissance, d'autres études en cours? Alors, il n'y a pas d'études similaires, mais celle-là va nous permettre vraiment, je pense, de répondre à la question. Comme disait Antoine, effectivement, c'est une analyse intermédiaire, on n'a pas encore tous les événements, donc voilà, faut rester prudent. Mais c'est vrai que ces résultats préliminaires sur une analyse qui était prévue hein, sont quand même assez encourageants et voilà, il y a de bonnes chances que cette étude soit celle qui nous fasse changer les pratiques et aille vers une désescalade. Merci. Et on va donc passer maintenant au gros morceau, l'hypofractionnement du sein et des aires ganglionnaires. Alors moi, j'ai eu le bonheur de t'écouter sur ce sujet à plusieurs reprises et je dois dire que je suis très heureux de voir qu'on a 200 personnes online pour que tu termines la session sur cette présentation.
Merci beaucoup. Et puis, je suis très heureuse de pouvoir en discuter aussi. Et puis, de voir que dans les personnes online, il y a quand même beaucoup d'investigateurs d'Hypogée 01. Donc, études que je vais évoquer avec grand plaisir là. Donc, ça, ce sont les conflits d'intérêts. Et pour faire un petit résumé de la situation, donc, pour l'irradiation du sein seul, donc sans les aires ganglionnaires, hein, c'est la partie de gauche, eh bien, on a évolué vers une désescalade, non pas vraiment une désescalade thérapeutique, mais une désescalade du fardeau thérapeutique, puisqu'on est passé de, c'est les petites séances en bleu, 25 séances, donc 50 grès, plus ou moins le boost en rouge pour toutes les patientes, à 40 grès en 15 fractions, maintenant pour pratiquement toutes les patientes à qui on irradie le sein seul, donc plus ou moins le boost, à finalement 2 études qui nous ont montré qu'on pouvait faire uniquement 5 séances, plus ou moins le boost, pour l'irradiation du sein seul. Donc clairement, on a eu ces dernières années une évolution vers moins de séances de radiothérapie avec moins de doses totales physiques, plus de doses par séance, mais une équivalence biologique, et c'est ça qu'on appelle l'hypofractionnement. Donc des doses plus fortes par séance et moins de séances au total. Alors, la même question s'est posée pour les situations dans lesquelles on a besoin d'irradier les ganglions. Et là, pendant longtemps, on a fait aussi 50 grès en 25 séances pour tout le monde, plus ou moins le boost. Et puis, depuis l'année dernière, on a les résultats de 2 études, l'une française Hypogée 01, l'autre danoise Skagen 1, que je vais vous commenter et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, on ira même vers plus d'hypofractionnement. Alors, si on revient sur cette étude Hypogée 01 qui a été conduite en France, qui a recruté 1265 patientes et qui a randomisé ces patientes entre un bras expérimental, l'hypofractionnement modéré, 40 grès en 15 fractions, sur le sein ou la paroi et les aires ganglionnaires, bien sûr, versus un bras normofractionné avec le traitement historique 50 grès en 25 fractions, et qui avait pour objectif principal le lymphœdème à 3 ans, qui a recruté de manière assez impressionnante. Donc, vous avez là la carte des 29 centres qui ont participé et que je remercie encore parce que ça a été vraiment un effort colossal pour entrer vraiment dans le timing prévu d'une étude financée sur de l'argent public par un PHRC. Donc, tout le monde a joué le jeu, les patients, les équipes, et on a pu effectivement screener 1316 patientes pour au total avoir dans notre population per protocole 1221 patientes randomisées entre les 2 bras que je vous ai décrits. La population, elle est tout à fait classique pour ce type de patiente avec une indication d'irradiation ganglionnaire. On avait un âge médian autour de 58 ans. Vous voyez quand même une majorité de patientes avec un volume mammaire moyen à large. Et puis, bien sûr, une majorité de patientes RH+. Vous voyez, bien sûr, une majorité de patientes pour lesquelles on avait une atteinte ganglionnaire, puisque il y avait une indication d'irradiation ganglionnaire. Si on regarde les caractéristiques des traitements, eh bien, c'était presque moitié-moitié, mastectomie, tumorectomie, un tout petit peu plus de 50% de tumorectomie. Ce qui est important de noter, c'est que finalement, on a commencé à recruter en 2015 et vous voyez, la chirurgie axillaire, on vient d'en parler, mais c'est peut-être plus tout à fait la même chose puisque là, on avait 82% de patientes qui avaient un curage ganglionnaire, un curage axillaire. La radiothérapie, là aussi, on a sans doute eu des évolutions très rapides ces dernières années, puisqu'on voit que là, on est à peu près 50-50 entre de l'IMRT et de la radiothérapie conformationnelle 3D. Le boost, là aussi, ça a pas mal évolué, mais on avait à peu près la moitié des patientes qui avaient un boost sur le lit tumoral et les traitements systémiques tout à fait comme attendu, avec bien évidemment une majorité de patientes qui avaient de l'hormonothérapie. Alors, on avait présenté à l'ESMO en 2021 les toxicités aiguës pour dire simplement ce que vous voyez là, que ces toxicités aiguës, elles sont extrêmement limitées, puisqu'en fait, on avait principalement des grades 1 ou 2. En tout cas, on n'avait pas de grade 4 ou plus, bien évidemment, mais très peu de grade 3, on les voit à peine, c'est celles qui sont en vert sur le haut des histogrammes. Et puis surtout, quand on regarde chaque histogramme, eh bien, on a la première colonne qui correspond à l'hypofractionné, la deuxième colonne qui correspond au normofractionné, et on n'a pas de différence évidente entre ces colonnes, en tout cas rien en défaveur de l'hypofractionnement modéré. Donc, pas plus de toxicité aiguë, que ce soit en termes de radiodermite, de douleur, de prurite, enfin, vous voyez la liste là, pas plus de toxicité aiguë quand on fait du modérément hypofractionné, y compris quand on fait des gros volumes et qu'on inclut les aires ganglionnaires.
Pour ce qui est justement des radiodermites, qui est quand même la toxicité la plus fréquente et dont on sait que la surcharge pondérale, le large bonnet mammaire est un facteur de risque de radiodermite, eh bien on retrouve ce facteur de risque dans l'hypogée 0,1. On le retrouve qu'on soit en normaux ou en hypofractionné, mais néanmoins, même pour les seins de large volume, eh bien, on voit qu'il y a moins de radiodermite quand on fait du modérément hypofractionné. Donc, il y avait au départ une petite crainte de dire, ah, sur les volumes mammaires plus importants, est-ce que de donner des doses plus fortes par séance, ça risque pas d'augmenter la toxicité aiguë? Clairement, ça n'est pas le cas. Et puis là, l'année dernière, on a pu présenter les résultats du endpoint principal, donc avec un suivi médian de 3,8 ans. Vous voyez une superposition des courbes, l'absence de différence, donc une non-infériorité en termes de lymphœdème à 3 ans. Et vous avez là l'incidence cumulée du taux de lymphœdème, avec en bleu le modérément hypofractionné, en rouge le normofractionné. Clairement pas de différence qu'on analyse en pair protocole ou en intention de traiter. Pour ce qui est des endpoints secondaires, on avait bien évidemment des données de qualité de vie, des données aussi de douleur, de mobilité de l'épaule. Et quand on regarde cette mobilité de l'épaule, le range of motion, eh bien, on voit que là aussi, il n'y a pas de différence significative entre le modérément hypofractionné et le normofractionné. Et ça, qu'on soit en pair protocole ou en intention de traiter. Quand on regarde les autres endpoints, donc on est à 3,8 ans à ce moment-là de suivi médian, eh bien, on ne voit pas de différence non plus, que ce soit en récidive sans survie, en survie sans récidive à distance ou en survie globale, avec effectivement un suivi un peu précoce. Et donc, c'est là que je vous donne le petit scoop de la soirée, c'est que la semaine dernière, on a fait le gel de base à 5 ans. Et donc, on va pouvoir actualiser ces résultats-là pour avoir la publication Princeps des résultats dans les prochains mois. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que les Français et que cette étude hypogée 01 qui montre ça, mais qu'il y a aussi cette étude danoise, Kagen 1, qui en fait était une étude internationale, parce qu'effectivement, le Danemark étant un petit pays, ils ont joué avec les copains autour, et qui a recruté exactement le même type de patiente, la même population, qui a randomisé entre les deux mêmes bras, et avec qui on a bien sûr d'emblée prévu une méta-analyse prospective qu'on a commencé d'analyser. Et les Danois, je ne vous ai pas mis tous les détails pour rester dans les temps, mais les Danois ont montré exactement les mêmes résultats qu'hypogée 01, avec vraiment pas de différence en termes de lymphœdème à 3 ans, qui était également leur endpoint principal, et pas de différence non plus dans l'ensemble des endpoints secondaires que je vous ai montrés. Donc des résultats très consistants de 2 études randomisées de phase 3 qui montrent donc un niveau de preuve 1A pour l'utilisation de la radiothérapie modérément hypofractionnée quand on irradie les aires ganglionnaires et le sein ou la paroi. Alors, on pourrait se dire, très bien, puisqu'on peut faire 40 en 15, est-ce qu'on peut faire moins? Et là, c'est la question qui est posée. On aura la réponse d'ici 5 ans environ, avec actuellement 3 études, il y en a même une 4e qui a ouverte maintenant, qui pose la question de faire uniquement 5 séances de radiothérapie lorsqu'on est amené à traiter le sein ou la paroi et les aires ganglionnaires. Et donc, l'une des études sur laquelle je voulais insister, c'est l'étude HIPORT, qui est l'étude qui est conduite en Inde et qui pose 2 questions assez smart en termes de design, puisqu'en fait, elle pose la question de la radiothérapie en 5 séances pour le sein et les aires ganglionnaires, c'est les petits traits bleus, mais en intégrant le boost pour ne pas avoir, en fait, après la radiothérapie du sein, encore 1 semaine et demie de boost, et donc il évalue la possibilité de le faire tout en intégré. Contrairement à ce qu'a fait par exemple le fast forward où on avait le boost ensuite. Donc en conclusion, aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que pour la partie de droite avec irradiation ganglionnaire, on a 2 études randomisées de phase 3 qui montrent qu'il est possible de faire la radiothérapie modérément hypofractionnée avec une non-infériorité. Alors bien sûr pour l'instant, les résultats finaux de ces 2 études ne sont pas publiés. On a communiqué pour les 2 études le résultat au timing du endpoint principal. Et comme je vous disais, là, on analyse les données à 5 ans pour pouvoir prochainement publier avec ce timing-là. Et puis, en revanche, pour ce qui est des 5 fractions pour les aires ganglionnaires, là, on n'y est pas encore du tout. Et on attend les résultats d'ici quelques années. Avec ça, je voudrais à nouveau remercier tous les investigateurs d'Hypogée, bien sûr les patientes, les familles de patientes qui ont participé, les associations qui nous ont soutenus, Odyssea, Ruban Rose, Mieux Vivre, Vivre comme avant, et puis les collègues danois, les collègues qui ont aussi au sein du Skagen Group permis d'écrire ces études, et l'ensemble de mes collègues à Gustave Roussy. J'ai une petite question pour Sophia. Pour répondre tout à l'heure à
y a manifestement, moi je pense, pas une escalade, mais en tout cas, on traite beaucoup plus le creux axillaire qu'avant, et les recommandations de l'INCa. Et manifestement, vous, les chirurgiens, vous faites moins de curage. Nous, on irradie plus le creux et les indications sont là. Euh, que penses-tu? Parce que tu nous as montré donc 82% de curage axillaire. Donc là, demain, si tu as une indication d'irradiation du creux axillaire, fais-tu un hypofractionnement? Oui, dans Hypogée 01, on avait le traitement des aires ganglionnaires au choix de l'investigateur. Donc, ça veut dire que dans les deux bras, on a des patientes qui ont été irradiées pour le sous-suclave et chaîne mammaire interne, donc les niveaux 2, 3, 4 et Oui. la CMI, mais on a aussi des patientes qui ont été traitées pour le niveau 1. Et donc, effectivement, on a Et le vraiment… niveau, Le niveau 1, ça c'est représente l'axillaire combien de bas. patientes? Ah, alors là, j'aurais dû regarder exactement pour ne pas te Non, non, dire de mais pour bêtises. savoir si on n'a pas plus de lymphodème, pour ces patientes à qui tu as hypofractionné sur le creux axillaire. Alors, de manière globale, non. Maintenant, on a prévu d'aller regarder dans les sous-groupes. Alors, on n'aura peut-être pas une puissance statistique incroyable pour faire les sous-groupes. C'est aussi ça l'idée de se réunir et de faire la méta-analyse prospective avec les Danois. C'est qu'alors, on devrait avoir quand même des volumes, des nombres de patients plus importants. Mais effectivement, on a prévu de faire l'analyse des sous-groupes et donc d'aller regarder chez les patientes qui ont eu l'irradiation du niveau 1, quel est le taux de lymphœdème et de pouvoir analyser ça et décrire effectivement quel est le taux de lymphœdème chez celles qui n'ont pas eu l'irradiation du niveau 1 et ça avec irradiation hypofractionnée ou avec irradiation normofractionnée. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'argument qui fasse craindre un taux de lymphœdème plus important entre le normo ou l'hypofractionné quand on irradie le niveau 1. D'accord. Donc, on s'aperçoit qu'on pourra hypofractionner tout le monde. Et donc, une petite question à Charles Coutan, directeur de centre, en ce qui concerne, que penses-tu de cette… Je l'avais là comme Tu ça. l'avais, ben, c'est moi qui la pose. Donc, nous allons hypofractionner toutes nos patientes. Qu'en penses-tu, Charles? Si c'est dans l'intérêt des patientes, on hypofractionnera toutes les patientes. J'ai rien d'autre à dire. Très bien. Et alors, un élément important quand même pour les collègues à distance et ceux qui n'ont pas eu l'information, on en avait un peu discuté, il me semble, à la SFSPM, puisque David Azria avait annoncé les discussions interministérielles qui étaient en cours et les accords signés. Et donc, effectivement, il y a une modification annoncée de la tarification pour la radiothérapie du sein qui serait en fait une tarification au traitement et non plus à la séance et qui va aller appuyer ce que disait Charles, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'intérêt de la patiente plutôt que le nombre de séances. Et donc, ce n'est pas à l'institut, à l'hôpital, à la clinique de porter cette charge financière, c'est à la société d'évaluer le bénéfice que cela apporte pour la société, que ce soit pour le patient, que ce soit pour la société parce qu'il y a des places supplémentaires sur les machines, donc on peut traiter d'autres patients, donc réduire les listes d'attente, ou que ce soit pour la planète, parce que finalement, le plus gros impact carbone de la radiothérapie, c'est les allers-retours en voiture et en taxi, et que donc si vous faites 5 fois moins d'allers-retours, eh ben, votre impact carbone est globalement 5 fois moindre. Voilà. Alors, si ça, ce n'est pas la conclusion de tout le webinar, je ne sais pas où est la conclusion du webinar. Parce que franchement, la désescalade qui rend service à tout le monde, y compris à la planète, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose après une phrase comme ça, Sophia. Bravo. On savait que Sophia pouvait. Et une question là sur l'hypofractionnement sur les parois reconstruites. Oui, alors dans Hypogée, on a clairement autorisé, bien évidemment les mastectomies comme je le disais, mais je n'ai pas donné le détail, avec la mastectomie était autorisée la reconstruction mammaire immédiate et la reconstruction mammaire différée. Ça, c'était laissé au choix de l'investigateur, puisqu'aujourd'hui, on voit que selon les centres, on a des pratiques un petit peu différentes entre ceux qui font de la radiothérapie sur reconstruction mammaire immédiate, ceux qui préfèrent différer la reconstruction, voilà. Et donc, effectivement, on a colligé toutes ces données-là et il est prévu de faire l'analyse également de ces sous-groupes. Alors bien sûr, encore une fois, on n'aura pas la puissance statistique pour aller faire des analyses extrêmement fines dans ces sous-groupes, mais au moins on pourra décrire le taux de complications, on pourra décrire les résultats cosmétiques parce qu'on a également l'évaluation cosmétique par les patients, par les cliniciens et sur photo. On pourra décrire tout ça, décrire les points chauds parce qu'on a colligé toutes les données d'ICOM, donc on a la distribution de doses. Donc si on a des nécroses sur prothèse, on peut aller regarder quelle était la dose à cet endroit-là. Donc on va pouvoir regarder effectivement tout ça. Alors, j'ai une question dans le chat.
tu viens de parler des prothèses, Sophia. Est-ce qu'on a des nouveautés, demande-t-on, de l'hypofractionnement avec parois et prothèses en place, c'est-à-dire après reconstruction mammaire immédiate? Ben, les données, elles vont venir de là, d'Hypogée et de Skagen 1. Donc, effectivement, on espère quand même pouvoir, à minima, décrire correctement les choses et, idéalement, pouvoir donner une évaluation en poulant les données danoises et françaises, statistiquement un petit peu plus solide que juste du descriptif. Quand on sait que le taux de reconstruction mammaire immédiate en France est de 17%, on imagine que c'est peut-être un peu supérieur au Danemark, mais enfin, on ne va pas avoir des populations extrêmement importantes, hein. Oui. Ben écoutez, moi je vois Claire Lemanski qui conclut encore en disant royal. Alors royal en République, ça veut dire quand même que c'est formidable. Donc je trouve que vous avez été royaux les unes et les autres. Je conclurai sur ce remerciement général pour vous dire que la désescalade, c'est un mot très à la mode. Je débutais le webinaire avec ça. Mais attention, la désescalade ne doit pas être une mode. La désescalade doit être une évolution appuyée sur des preuves, et ces preuves sont longues à acquérir. Les essais d'hypofractionnement, on est probablement quoi, 15 ans après les premières inclusions, Sophia, à peu près? Ah, moins quand même, parce que Hypogée, on a commencé en 2015. D'accord. Donc Donc, 10 ans après les premières inclusions. Et donc là, on vous a donné du grain à moudre pour certaines désescalades. Et je pense que déjà, c'est une grande avancée. Sophia a formidablement résumé le bénéfice de ces désescalades pour les patientes, pour les équipes soignantes et aussi pour la communauté. Merci à vous, vous avez été brillantes et brillants. C'était un plaisir de modérer cette session. Le prochain webinaire de la Société française de scénologie et pathologie mammaire aura lieu, Antoine, je crois que c'est en juin, me Oui, le semble-t-il. 17 juin. Et il va parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui sont les bases de données. Les bases de données, l'épidémiologie, on dit qu'une femme sur 8 a un cancer du sein, on dit que X% des cancers du sein sont issus du dépistage, on dit que Y% sont des cancers métastatiques d'emblée, mais en fait, ce sont des données qui sont des données scientifiques qui sont normalement acquises par des organismes qui ont pour fonction d'enregistrer toutes ces données. Eh bien, on va avoir des grands spécialistes des bases de données et d'épidémiologie qui seront là pour partager avec nous comment vous et nous, on peut utiliser ces bases de données dans notre pratique quotidienne. Donc, rendez-vous le 17 juin de 19h à 20h et je suis sûr que ce sera un webinaire absolument passionnant. Bonne soirée à toutes, bonne soirée Merci à beaucoup. tous. Je retourne faire le pansement, moi, de mon côté. Bonne soirée. merci, bonne soirée. Au revoir. Merci et bravo.